Bienvenue dans la matrescence, que vous soyez futurs parents, nouveaux parents, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe. Si vous avez été un enfant un jour, ce podcast est fait pour vous. Désormais, chaque mercredi, nous vous proposons un épisode de notre immense catalogue qui a débuté en mars 2019, et oui, déjà. Un épisode toujours aussi pertinent et à l'ordre du jour pour vous accompagner au mieux dans cette aventure formidable qu'est la vie. Cet épisode que vous allez écouter, partagez-le autour de vous, inondez vos groupes WhatsApp. On veut que la matrescence voyage le plus loin possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler microbiote et donc de caca. Et oui, un petit sujet tabou qui va vous fasciner et qui est primordial pour une vie optimale. De plus en plus, les recherches en médecine font le lien entre notre alimentation, les maladies auto-immunes, notre état de santé général et notre santé mentale. D'ailleurs, au XXIe siècle, on n'a rien inventé, puisque Hippocrate disait déjà que ton alimentation soit ta première médecine. Dr Julien Scanzi, gastro-entérologue à Clermont-Ferrand, a écrit un livre, Incroyable microbiote, voyage au cœur des pouvoirs étonnants de l'intestin, pour démocratiser le savoir autour de nos intestins, notre deuxième cerveau. Dans cet épisode, on s'intéresse à nos microbes, aux conditions de la naissance, aux effets des antibiotiques, à l'allaitement, aux prébiotiques, aux probiotiques, pour vous donner les outils nécessaires à la compréhension du bon fonctionnement de votre corps. Je vous le dis, c'est passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julien. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté pendant ton travail et tes gardes, j'imagine, à l'hôpital, de m'accorder un peu de temps pour parler de ton livre. On va parler du coup du microbiote. Et déjà, ma première question, pourquoi toi, en tant que médecin, t'as choisi cette spécialité de gastro-entérologie et donc de t'intéresser au microbiote ? Alors, très bonne question. Alors déjà, je me suis... le microbiote, j'en avais jamais entendu parler au moment où j'ai choisi cette spécialité-là. Déjà, quand on fait 6 ans d'études médicales avant de choisir sa spécialité, on est tellement intéressé par tout qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans une spécialité très précise. Et en fait, la gastro ou l'hépato-gastro-entérologie, c'est une spécialité qui est extrêmement variée puisqu'on soigne des maladies du tube digestif, mais également du foie, des voies biliaires, on soigne des cancers. On fait de l'endoscopie, donc c'est un peu technique, tous les examens où on fait des fibroscopies pour voir l'estomac ou les coloscopies du coup pour aller chercher des polypes, éventuellement de les enlever, etc. La prévention du cancer colorectal. Voilà, c'est une spécialité qui est à la fois un peu intellectuelle et également technique avec tout ça, et donc ça m'intéressait bien. Mais c'est aussi la médecine, c'est aussi des rencontres et parfois les opportunités, c'est ça. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un quand je suis passé dans le service en tant qu'externe, donc étudiant, qui m'a vraiment fait aimer cette spécialité, et je me suis dit voilà, plus tard ce que je veux faire c'est comme lui, voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, effectivement, que mon résultat au concours me permette d'avoir cette spécialité là. Et après, tu as eu une fascination pour le microbiote ? Et donc le microbiote est venu vraiment plus tard. En fait, mon intérêt pour le microbiote, il est venu, alors je sais pas si on a prévu d'en parler, mais de quelque chose qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal, c'est-à-dire de soigner quelqu'un en administrant les selles, en gros, de quelqu'un d'autre, d'un sujet sain. Et en fait, j'étais l'un des premiers à faire ça en France pour guérir une patiente qui avait une infection à une bactérie qu'on n'arrivait pas à guérir avec les antibiotiques. Et il venait juste d'y avoir une étude qui venait de montrer que la transplantation fécale permettait de guérir de cette pathologie-là. Et donc, on l'a tenté au CHU à Clermont. Ça a marché et je me suis dit, c'est incroyable, on vient de guérir une patiente avec le caca de quelqu'un d'autre, en gros. C'est incroyable. Ça m'a donné envie de m'y intéresser de plus en plus près. Et donc, ça fait 10 ans que je m'y intéresse et c'est passionnant. C'est bien parce que quand on est parent, de toute façon, le caca, ça devient un sujet assez récurrent et principal dans nos conversations. Ça a dû te faire ça, non, quand tu as découvert la paternité ? C'est ça. Moi, du coup, effectivement, on redécouvre le caca autrement. Et moi, je me dis qu'effectivement, en plus, il a un très bon transit. Mon fils, je me suis dit, mais il pourrait sauver énormément de gens. Bon. Tu récupères des petits bouts et tu les congèles tous les jours, c'est ça ? C'est ça. Alors, écoute, explique-nous concrètement ce que c'est le microbiote. Alors, le microbiote, en fait, c'est l'ensemble de micro-organismes qui vivent au sein d'un écosystème. Donc, en fait, on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais c'est pas le seul microbiote. En fait, on a un microbiote cutané, c'est-à-dire sur la peau, on a un microbiote dans la bouche, les femmes ont un microbiote dans le vagin, on a un microbiote au niveau urinaire, au niveau des poumons, etc. Et en fait, les microbiotes, donc cet ensemble de micro-organismes, c'est bien sûr des bactéries. En général, on fait assez facilement le raccourci avec les bactéries.
Mais il n'y a pas que des bactéries, il y a tout un tas d'autres micro-organismes, des virus, des levures, des champignons, des archées. Et en fait, c'est cet écosystème microbien qu'on appelle microbiote. Et donc le principal de nos microbiotes, le plus riche et probablement le plus important pour notre santé, c'est celui qu'on a dans nos intestins et notamment dans notre gros intestin, dans le côlon, puisqu'il y aurait pas moins de 40 à 50 000 milliards de bactéries à cet endroit-là. T'imagines bien plus que d'êtres humains sur Terre. Voilà. Et 1 gramme de sel, c'est à peu près 100 milliards de bactéries. Ah oui, donc on est bien colonisé. Donc et on peut même dire qu'on est microbien, on est humain et microbien. Parce que si on regarde le nombre total de bactéries, c'est à peu près équivalent au nombre total de nos cellules humaines. Et si on regarde notre ADN et l'ADN de nos microbes, et ben l'ADN de nos microbes, c'est au moins 100 fois notre ADN humain. Donc vraiment, on est microbien, et on vit en symbiose. L'idée, c'est de vivre en symbiose avec cet écosystème microbien qui fait partie de nous et qui fait en sorte qu'on soit en bonne santé. En fait, on est un microbe ambulant, quoi. C'est ça. On est plein de microbes ambulants. Avec une apparence humaine, quand même. On a très longtemps dit le microbiote c'était notre deuxième cerveau, et toi dans ton livre t'expliques qu'en fait c'est juste un autre cerveau, ça a autant d'importance que notre cerveau dans notre crâne. Ouais, alors effectivement, premier, deuxième cerveau, on sait pas trop. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que nos intestins communiquent avec notre cerveau, que nos intestins, ils ont des centaines de millions de neurones, donc c'est le deuxième organe le plus riche en neurones après le cerveau, et c'est un peu pour ça qu'on a parlé des intestins comme notre deuxième cerveau. Et ce qui est marrant, c'est que cette communication qui est permanente en fait entre le cerveau et l'intestin, la majorité des informations, elles circulent de l'intestin vers le cerveau. C'est-à-dire que nos intestins sont capables d'envoyer des informations au cerveau, et ça notamment grâce à notre microbiote, à nos bactéries intestinales qui, elles, vont être capables de faire tout un tas de choses, et notamment de fabriquer des petites molécules qui sont des messagers chimiques qui vont aller activer des neurones et donc ou aller envoyer des informations à d'autres organes et notamment au cerveau. Donc la transmission, elle se fait que dans un sens en fait. Non, elle se fait vraiment dans les deux sens. En fait, le cerveau peut envoyer des informations à l'intestin. Alors c'est par exemple, t'es hyper stressé, tu vas avoir un examen, un truc, tu vas potentiellement avoir mal au ventre, de la diarrhée, etc. Donc là, c'est bien le cerveau qui envoie l'information du stress vers les intestins et tes intestins qui vont réagir de cette manière. Mais à l'inverse, tes bactéries vont être capables de fabriquer des petites molécules qui vont potentiellement envoyer des informations au cerveau. Tout un tas d'informations. Ok. Et des études faites chez la souris montrent même, alors ça n'a pas été vraiment parfaitement démontré chez l'homme, mais chez la souris, le microbiote semble même avoir un rôle dans leur comportement. Une souris sans microbiote, par exemple, elle va pas être peureuse et elle va être plus encline à prendre des risques, à se mettre en danger. Et donc voilà, si on va plus loin dans cette idée, on pourrait imaginer que notre microbiote nous protège en quelque sorte de risques, etc. Tu veux dire que les mecs qui ont créé l'émission Jackass sur MTV à l'époque, où ils faisaient n'importe quoi, eux avaient peut-être un microbiote un peu pauvre? Certains avaient peut-être un microbiote un peu défaillant, en effet. Je rigole, mais je crois que je me souviens à l'époque, il y en a un quand même qui est décédé en faisant une de ces expériences. Donc le microbiote aurait, en plus, on n'a pas encore découvert ça sur l'humain, mais en tout cas chez la souris, un effet sur notre comportement face à la prise de risque. Ouais, tout à fait. En fait, si on fait des expériences chez la souris, alors c'est beaucoup plus facile à faire que chez l'homme. On s'aperçoit qu'une souris sans microbiote, puisqu'en fait les souris, on peut manipuler leur microbiote, on est capable de faire des souris sans microbiote, et on est capable également d'administrer à des souris un microbiote qui est connu, c'est-à-dire soit le microbiote d'une souris qui est malade, soit le microbiote d'un humain qui est malade, soit juste lui administrer une ou deux bactéries, et après on regarde leur comportement, et en fait ce que montraient les scientifiques, c'est qu'effectivement les souris sans microbiote avaient moins peur et prenaient un peu plus de risques, et que si on intervertissait aussi, parce qu'il y a aussi des souris qui sont plus prudentes que d'autres, on va dire génétiquement, si on intervertit le microbiote de ces souris, elles changent de comportement. Voilà, il y a des choses tout à fait intéressantes qui ont été montrées chez la souris, alors avec des études qui sont bien sûr un peu plus compliquées à mener chez l'homme. Oui, intervertir son microbiote, non, c'est compliqué. On peut ? C'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, la transplantation de microbiote fécal, ça consiste en ça, c'est prendre le microbiote globalement contenu dans les selles de quelqu'un et le transférer à quelqu'un d'autre. Alors là, on le fait pas pour des expériences de voir si ça modifie le comportement, hein, bien sûr. On le fait pour l'instant pour guérir des maladies qui sont liées à des anomalies de microbiote. C'est les maladies auto-immunes la plupart du temps ? Alors, il y a une seule maladie
qui est clairement validé pour cette procédure. En fait, c'est une infection à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, qui a maintenant changé de nom, qui s'appelle Clostridioides difficile. Enfin, c'est la même bactérie, juste un peu plus compliquée à prononcer. En fait, c'est uniquement dans cette situation-là qu'on peut faire en pratique courante à l'hôpital la transplantation fécale. Après, en dehors de ça, c'est vraiment du domaine de la recherche clinique. Et effectivement, la recherche clinique s'intéresse, alors à l'heure où on se parle là, il y a plusieurs centaines d'études en cours pour évaluer l'efficacité de cette procédure pour traiter tout un tas de maladies. Ça va des maladies digestives comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et le côlon irritable, à des maladies comme le diabète, l'obésité, l'infection urinaire récidivante et même l'autisme. Donc c'est vraiment, il y a quasiment pas une seule maladie à l'heure actuelle où on se pose pas la question de est-ce que le microbiote peut pas jouer un rôle, est-ce qu'on peut pas améliorer les choses en modifiant le microbiote. C'est hyper excitant quelque part, j'imagine, dans ta position. Ouais, tout à fait. Et on est vraiment qu'au début. Et voilà, pour l'instant, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on comprend pas encore tout. Voilà, les mécanismes, c'est assez compliqué. Alors, si on remonte à la grossesse, est-ce que nous, les mères, on transmet quelque chose de notre microbiote à nos bébés ? Bien sûr. Vous êtes en fait la première chose que le bébé va rencontrer à sa sortie, à l'arrivée dans notre monde. Et effectivement, vous allez lui transmettre, pour le coup, beaucoup plus de votre microbiote, de vos microbiotes déjà, s'il naît par voie naturelle. Par voie basse, l'accouchement par voie naturelle permet au bébé, à sa sortie, donc à un moment où il n'a pas encore de microbiote, d'être en contact avec d'une part le microbiote vaginal, mais également et souvent le microbiote fécal de la maman. Et c'est grâce à ces microbiotes-là que va commencer à se construire son propre microbiote intestinal et ses microbiotes en général. Et donc, effectivement, un bébé qui va naître, par exemple, par césarienne, n'aura pas la chance d'avoir ce contact avec le microbiote vaginal, avec le microbiote fécal de la maman, et donc son microbiote va se construire de façon un peu différente. Avec le microbiote cutané, par exemple, de la maman et du papa, avec l'environnement qui sera malheureusement beaucoup trop aseptisé dans une salle d'accouchement, etc. Et donc, il va se construire différemment, il va mettre plus de temps vraiment à se modeler, à avoir un microbiote mature, et on considère que les premiers mois où ce microbiote va se mettre en place, il sera un peu plus fragile. Et là, il y a des études qui montrent qu'en fait, un enfant qui naît par césarienne a un peu plus de risques de développer plus tard dans son enfance des maladies comme les allergies, comme la dermatite atopique et potentiellement même quelques maladies auto-immunes. Alors, ça reste des très légers surrisques, c'est pas majeur, mais il existe des surrisques. Mais il y a une recommandation qu'on peut faire, parce que évidemment, il y a plein de naissances qui doivent se faire par césarienne et il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est comme ça. Mais on peut un peu contrebalancer cet effet du bébé qui passe pas par le vagin en prenant un tampon, c'est ça ? Oui, alors il y a des choses qui sont faites, effectivement, des études qui ont montré que si on mettait en gros un linge dans le vagin avant et juste après l'accouchement, et qu'on enveloppait le bébé qui venait de naître dans ce linge, effectivement, son microbiote va se rapprocher de celui d'un enfant né par voie basse, mais il manque encore un petit quelque chose, c'est ce microbiote fécal. Et donc, il y a même une étude qui a, chez quelques enfants, on est à peu près un peu plus d'une dizaine d'enfants, où ils ont carrément fait une transplantation de microbiote fécal, en fait, en faisant ingérer à l'enfant lors de son premier repas quelques gouttes d'une solution comprenant des selles de sa maman. Et là, pour le coup, dans les semaines et mois qui ont suivi, on ne voyait plus du tout de différence de microbiote de cet enfant-là par rapport à un enfant né par voie basse. Donc ça, pour le coup, ne faites pas ça chez vous. Ça a été, les femmes qui ont fait ça, elles étaient testées avant avec tout un tas d'analyses sanguines, d'analyses de sel, etc. Il y a bien sûr un risque de transmettre des germes, des pathogènes qui sont pas forcément néfastes pour la maman et qui pourraient l'être pour l'enfant. Ne faites pas ça chez vous, mais en tout cas, les scientifiques commencent à montrer que peut-être que on pourra rétablir un petit peu les choses et donner un peu plus de chance à ces enfants qui naissent par césarienne. Le plus souvent, bien sûr, pour de bonnes raisons. Voilà. Par contre, il y a un point que je retiens et qui est hyper intéressant parce que beaucoup de femmes, pendant l'accouchement, ont très peur de faire caca. C'est quelque chose de très tabou. On peut pas dire que le milieu médical soit aussi un endroit où ça facilite d'être à l'aise. Mais si on se dit que d'avoir des selles, c'est hyper bénéfique pour nos enfants. Déjà, on change aussi peut-être son approche de ce que ça veut dire, que ce soit le corps médical qui sait pas forcément peut-être cette information, ou les mamans, ou les pères, ça peut aussi un peu changer en se disant, en fait, c'est bien. Exactement, il faut voir, et je pense que moi, c'est mon intérêt pour le microbiote qui m'a fait voir les choses différemment, mais effectivement, s'il y a des selles lors de l'accouchement,
C'est naturel, hein, la nature fait bien les choses, et s'il y a souvent des selles lors de l'accouchement, c'est pas par hasard, c'est effectivement pour donner au bébé la possibilité d'avoir accès à ce milieu microbien qui est censé lui être bénéfique pour plus tard. Hein. Donc, il faut pas en avoir peur, ça fait partie de l'accouchement, d'un accouchement normal. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien qu'on change un peu notre idée autour du caca et des selles, mine de rien. Donc, tu es jeune papa, donc tu as assisté en tant que père à un accouchement de ton enfant. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les enfants ils naissent dans des milieux trop sceptiques? Ah ouais, ça m'a même choqué. Hein. Alors après, moi, j'ai vécu l'accouchement en tant que papa, pas en tant que médecin gastro-entérologue, auteur d'un livre sur le microbiote, donc j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai un peu subi cette situation où en fait, toutes les voies naturelles par lesquelles était censé sortir mon fils, et vous voyez lesquelles dont je parle, étaient recouvertes de bétadine, hein, d'un antiseptique. Je sais pas trop pour quelle raison, justement, pour faire en sorte qu'il y ait une asepsie la plus totale possible. Et malheureusement, ça va à l'encontre de ce dont on vient de te dire, et du fait de donner la possibilité à cet enfant qui naît d'être en contact avec toutes ces bonnes bactéries et autres micro-organismes. Donc je pense qu'effectivement, il faut pas voir. Alors en plus c'était pendant la période du Covid, donc c'est vrai que les microbes tout de suite, hein, c'était il faut se laver les mains 30 fois par jour, mettre des masques, donc on avait plutôt peur des microbes. Il faut quand même voir le côté. La plupart des microbes qui nous entourent, ils sont pas méchants, ils nous veulent pas de mal. Il faut réapprendre à vivre avec en fait, et ça dès l'accouchement. Donc c'est vrai que c'est voilà. Et après dans la petite enfance, hein, parce que le microbiote se construit dans les premières années de vie. C'est pas pour rien si les enfants tripotent un peu tout, mettent les mains à la bouche, même de la terre ou autre, etc. On sait que les enfants qui vivent dans des milieux ruraux, qui vivent avec des animaux de compagnie, qui gratouillent de la terre, ont un microbiote qui sera globalement plus à même de les amener vers une bonne santé. Et ceux qui vivent dans un milieu urbain, sans animaux, sans terre, avec la pollution, etc., auront plutôt tendance à faire plus de problèmes allergiques, auto-immuns, etc. Il y avait une étude dans un documentaire Netflix sur les enfants qui disait justement que les enfants qui avaient un chien à la maison avaient un bien meilleur microbiote que ceux qui n'en avaient pas. Alors que quand tu le regardes, le chien qui te lèche partout, tu te dis oui, il vient de se lécher les... Mais en fait, non, ce sont des bonnes... Il faut revoir les microbes comme n'étant pas tous mauvais, et il faut réapprendre à vivre avec, et ça fait partie du monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, on est fait de milliards de microbes. Hein, donc... Si, de ton point de vue, toi, de gastro-entérologue, pour un microbiote idéal dès la naissance, il faudrait que ça se déroule comment la naissance? Donc par voie basse, le plus possible. Et il faudrait pas qu'il y ait tout ce milieu. Comment on gère, en fait? Je me pose vraiment cette question. Voilà, moi, j'ai accouché à la maison, donc c'est différent, mais à l'hôpital, pour contrer cette tendance à aseptiser tout. En fait, déjà, il faut se dire vraiment que la nature fait bien les choses, donc il faut aller le plus dans le sens de ce que fait la nature. Alors déjà, il faut voir que le meilleur microbiote pour un bébé, ça se construit même avant la naissance, parce que même si le bébé n'a pas de microbiote avant, on sait que ce qui se passe pendant la grossesse, ça fait partie des 1000 premiers jours qui sont si importants pour la santé future, qui commencent dès la conception de l'enfant. Et notamment, on sait que ce qui se passe pendant la fin de la grossesse, et notamment au dernier trimestre de grossesse, peut avoir un impact sur la santé de l'enfant, et peut-être même déjà par un impact sur son microbiote. On sait que les médicaments que vont prendre la maman dans le troisième trimestre de grossesse peut engendrer des problèmes de santé pour le bébé. Donc ça commence effectivement dès la grossesse. Donc c'est préparer la grossesse avec un mode de vie le plus sain possible, mais effectivement en limitant les médicaments, les antibiotiques, etc. Alors on n'a souvent pas le choix. Mais en tout cas, il faut avoir conscience que tout ce qui va se passer pendant la grossesse peut avoir un retentissement plus tard chez l'enfant. Ensuite, effectivement, l'accouchement, c'est vraiment un moment primordial pour l'acquisition du microbiote. Moi, j'aurais tendance à dire, mais effectivement, de pas faire comme il s'est passé pour le mien, mais de rester le plus possible avec la nature, le moins possible aseptiser les choses. Sauf quand il y a pas le choix. Il y a déjà, on fait la prévention de l'infection à streptocoque, c'est déjà pour certains la prise d'antibiotiques. Alors ça a beau être juste un flash, c'est-à-dire une injection avant la naissance. On retrouve, si on analyse le microbiote de l'enfant, plusieurs mois plus tard, on retrouve encore des traces de cet antibiotique qui a été administré à la maman. Donc voilà, c'est en gros laisser faire les choses la plus naturellement possible. Alors je peux pas aller jusqu'à promouvoir pour tout le monde l'accouchement à la maison, mais en tout cas faire en sorte que les accouchements faits dans le milieu hospitalier soient le plus respectueux de la nature, et donc avec un peu moins d'asepsie. Est-ce que tu crois que tes collègues en obstétrique ils peuvent entendre ça, ou c'est compliqué? J'essaierai de leur en parler, on verra. Probablement que certains sont réceptifs. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on commence à alerter dans les pays industrialisés sur la pauvreté du microbiote? Qu'est-ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années?
Alors c'est difficile d'affirmer ça avec certitude, mais globalement, si on essaie de voir comment était le microbiote de nos ancêtres, d'il y a 50 ou 100 ans ou plusieurs centaines d'années, en fait, vu qu'on n'a pas leur microbiote, on regarde celui de populations qui vivaient comme ceux de nos ancêtres, et notamment les chasseurs-cueilleurs, parce qu'il y a encore des gens sur Terre qui vivent en tant que chasseurs-cueilleurs, qui ont un mode de vie vraiment à peu près identique à celui de nos ancêtres assez lointains. Et si on regarde leur microbiote, eh ben, ils ont un microbiote beaucoup plus riche et diversifié que nous. Et donc, on peut probablement considérer que notre microbiote s'est appauvri ces dernières décennies et on n'aurait pas du tout de mal à l'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, on va dire, depuis une cinquantaine d'années, notamment avec l'industrialisation, c'est qu'en fait, on s'est mis à manger beaucoup moins naturel, on s'est mis à manger de la nourriture industrielle, alors beaucoup moins riche en fibres, beaucoup plus riche en additifs, beaucoup plus de sucre, c'est-à-dire on mange probablement 10 fois trop de sucre actuellement qu'on devrait manger. Les aliments ultra transformés, donc avec ces additifs, on sait que c'est mauvais pour le microbiote, ça le détruit. Il y a la pollution, l'utilisation de pesticides, la sédentarité. Et en fait, on sait que tous ces facteurs-là ont un impact négatif sur notre microbiote. L'utilisation massive d'antibiotiques, alors heureusement, ça a été très utile. Hein. C'est sûr que maintenant, on meurt beaucoup moins en tout cas de maladies infectieuses. Mais malheureusement, on va payer le prix avec d'autres maladies et probablement les nouvelles maladies qui sont des maladies métaboliques, tout ce qui est diabète, obésité, mais également des maladies liées à un dysfonctionnement de notre système immunitaire, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, toutes ces maladies-là. Il est très probable qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il n'y en avait pas ou très peu, et que l'émergence de ces maladies-là, c'est aussi lié à notre microbiote qui s'est appauvri, puisqu'on sait que le microbiote communique en permanence avec nos autres organes, mais également avec le système immunitaire. Et pour avoir un bon système immunitaire, globalement, il faut avoir un microbiote le plus sain, le plus riche, diversifié, etc. Donc voilà, c'est difficile. On est beaucoup sur des corrélations. La causalité, je peux pas l'affirmer, mais quand même, on a beaucoup de moyens d'expliquer tout ça. Tu parles aussi beaucoup dans ton livre d'allaitement. Quelque chose que moi, j'avais jamais entendu pour avoir beaucoup étudié l'allaitement, c'est que, en fait, ça a aussi un vrai impact sur le microbiote. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Oui, alors déjà, le lait maternel se suffit, la nourriture est vraiment suffisante et idéale pour le bébé. Déjà parce qu'elle va évoluer et s'adapter en permanence au bébé, elle va permettre de transmettre, de le nourrir avec des protéines, des glucides, des lipides, lui apporter des anticorps, donc améliorer ses défenses immunitaires, mais également, et ça c'est une particularité de l'humain, dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle des oligosaccharides du lait maternel, qu'on retrouve pas ailleurs, et ces oligosaccharides, en fait, ils vont pas être digérés par l'organisme du bébé, mais ils vont aller nourrir ces bactéries. Et ils vont notamment aller nourrir des bactéries qui sont bénéfiques, qu'on appelle des bifidobactéries. Et donc, en fait, c'est en quelque sorte des prébiotiques, c'est-à-dire que dans le lait maternel, il y a de la nourriture pour les bactéries du bébé. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant de le savoir. Donc voilà, on nourrit pas seulement le bébé, on nourrit également son microbiote intestinal. Oui, donc il y a une double utilisation du lait maternel. Donc tu parles vraiment beaucoup en long et en large de l'allaitement. Encore une fois, comme l'accouchement par voie basse, c'est pas forcément une option pour toutes les femmes, pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire à quoi on doit faire attention si on doit nourrir notre enfant au lait infantile ? La chance quand même, c'est que si on n'a pas la possibilité d'allaiter, les laits infantiles, globalement, on fait beaucoup de progrès quand même. Hein. Et à l'heure actuelle, ils rajoutent même, très souvent, on trouve des ferments lactiques, donc des sortes de probiotiques, c'est-à-dire des bactéries, qui sont souvent des lactobacilles, des bifidobactéries, qui vont aller aider le bébé. Et également, on trouve même maintenant ces fameux oligosaccharides du lait maternel. Alors, c'est pas tous les oligosaccharides, mais certains, on peut même en retrouver ça dans le lait infantile. Donc maintenant, il faut, bien sûr, idéalement, et je pense que c'est bien, de viser, d'essayer d'allaiter son enfant parce que il y a plus à démontrer que c'est bénéfique pour son enfant, mais si on n'a pas la possibilité de le faire, il faut pas culpabiliser. Les laits infantiles ont beaucoup évolué, se rapprochent quand même pas mal du lait maternel et vont apporter des choses quand même assez bénéfiques pour l'enfant maintenant. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis de regarder dans la composition ces éléments-là. Tout à fait. Des ferments lactiques et ces fameux oligosaccharides du lait maternel, notamment le 2'FL. Voilà. Alors, tu as parlé des prébiotiques et des probiotiques. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est l'un et l'autre ? Ouais. Alors, on va commencer par les probiotiques.
Alors, parce que je pense que tout le monde a entendu parler de probiotiques, on en trouve des rayons complets dans les pharmacies et sur Internet. Les probiotiques, ça va être des micro-organismes vivants, donc des levures ou surtout des bactéries, soit une seule souche, soit une association de plusieurs bactéries, de plusieurs souches, qui sont censés avoir des effets bénéfiques pour la santé de celui qui en consomme. Donc vraiment, pour parler de probiotiques, il faut en théorie qu'il y ait des études qui montrent le bénéfice pour celui qui en prend. Les prébiotiques, c'est pas des micro-organismes vivants, ça va être de la nourriture pour ces micro-organismes. Donc ça va être, on parlait des oligosaccharides du lait maternel, mais ça va être globalement alors des fructo-oligosaccharides, de l'inuline, galacto-oligosaccharides, des choses comme ça, que notre organisme humain va pas forcément digérer et qui va aller nourrir nos bactéries intestinales pour qu'elles se développent, qu'elles soient un peu plus présentes, etc. Et heureusement, on n'est pas obligé d'aller en pharmacie pour trouver des prébiotiques. La plupart des prébiotiques, on en a dans notre alimentation. Et on les retrouve notamment dans les fibres, ces fameuses fibres alimentaires. Donc les fibres alimentaires, c'est quoi ? C'est des glucides complexes, c'est des polysaccharides qu'on va retrouver dans les végétaux principalement, dans les fruits, les légumes, mais également les légumineuses, tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles corail, dans les céréales complètes, dans les graines. Tout ça, ça va être riche en fibres, et donc ça va, en dehors de nous nourrir, nous, humains, ça va aller nourrir notre microbiote intestinal, nos bactéries intestinales. Donc du coup, si on prend des probiotiques, il faut prendre des prébiotiques pour pouvoir les nourrir Alors, j'ai envie de dire, de toute façon, il faut manger des fibres, il faut prendre des prébiotiques. Des fibres de l'alimentation, normalement, suffisent, sauf qu'on n'en mange pas assez. Globalement, les études montrent qu'on mange, on va dire, 15 à 17 grammes de fibres par jour, alors qu'on devrait en manger 25, voire 30 grammes par jour. Ouf, même pas 50% parfois. C'est ça. Alors, par contre, pour ceux qui veulent, après m'avoir écouté, augmenter leur consommation de fibres, ne faites pas ça du jour au lendemain. Allez-y progressivement, parce que les fibres, en allant nourrir vos bactéries intestinales, les bactéries vont les digérer, vont fermenter. Okay. Et en fermentant, elles vont faire quelque chose de très intéressant. Elles vont produire des petites molécules, des métabolites, très utiles pour le fonctionnement de notre organisme, mais elles vont également produire des gaz. Donc, si vous augmentez rapidement votre consommation de fibres, vous risquez d'être assez ballonné et d'avoir pas mal de gaz. Ça, il faut le savoir, donc augmenter progressivement. Donc voilà, quand on peut prendre des probiotiques, pour ce qui est des prébiotiques, en général, une bonne alimentation riche en fibres suffit. Après, il peut y avoir des gens qui, pour des raisons X ou Y de santé, et notamment des problèmes intestinaux, d'inflammation intestinale, ont du mal à avoir une alimentation riche en fibres. Dans ces cas-là, on peut être amené à les supplémenter avec des fibres qu'on peut retrouver industriellement, etc., et qui vont potentiellement être mieux tolérées que celles qu'on va trouver dans les pois chiches ou autres. Et c'est pareil pour les légumineuses, non ? Parfois, on a du mal à les digérer. Tout à fait, oui. Les légumineuses, c'est parce qu'elles sont riches en fibres. Et aussi, alors, certaines des légumineuses, pour être plus digestes, il faut soit enlever la peau, soit les faire tremper, parce qu'il y a sur les pellicules, sur la peau ou la pellicule extérieure, on trouve vraiment des choses qu'on peut moins bien tolérer. Bon, alors, vu qu'on est dans l'aspect de nourriture, dans toute une partie de ton livre, tu expliques comment prendre soin de son microbiote. Et donc, tu ne recommandes pas de consommer que des compléments alimentaires, mais au contraire de diversifier son alimentation. Qu'est-ce qui est hyper important pour nourrir correctement son microbiote qu'on doit avoir dans notre alimentation ? Alors, la première chose qu'on doit faire pour prendre soin de son microbiote au niveau de l'alimentation, c'est pas de manger certaines choses, c'est d'éviter de manger certaines choses. Éviter de manger les aliments transformés, en gros, parce qu'il y a énormément d'additifs. C'est tous les quelque chose qu'on trouve sur les étiquettes des aliments, qui sont toxiques pour certaines de nos bactéries intestinales. On sait que notamment les émulsifiants qu'on peut retrouver dans la mayonnaise, les crèmes glacées, les gâteaux industriels, qui sont là pour donner une certaine texture agréable, etc., une certaine liaison dans l'aliment, on sait que c'est très mauvais. Donc déjà, limiter les aliments ultra transformés limiter les additifs alimentaires. Ça, c'est la première chose. Autre chose, diminuer les sucres. On mange beaucoup trop de sucre et globalement, la plupart des sucres sont pas forcément bons pour nos bactéries intestinales. J'ai envie de dire limiter les pesticides, donc aller vers une alimentation quand même la plus biologique, la plus naturelle. C'est sûr que tout le monde n'a pas la possibilité de faire pousser ses légumes au fond du jardin. Ceux qui l'ont, faites-le. Au moins, vous savez ce que vous mangez. Donc ça, c'est la première chose. Après, les fibres, on en a parlé, ça va être la meilleure nourriture pour notre microbiote intestinal. Donc manger des fruits et légumes, des légumineuses variées. On a trop l'habitude de manger de la viande accompagnée de pâtes ou de riz, ces fameux féculents, etc. Varier un peu avec ces légumineuses, des lentilles corail, etc., des pois chiches, tout ça. Les céréales, varier les céréales.
Évitez de prendre des céréales qui seront trop raffinées, trop transformées. Par exemple, si vous allez manger du pain, évitez de manger trop de pain et allez manger plutôt des pains avec des farines qui seront semi-complètes ou en tout cas pas trop raffinées. Variez les farines, variez les céréales, etc. Et puis aussi, et on va revenir sur les probiotiques, il y a des aliments fermentés, en fait, la choucroute, les cornichons, le fromage, les yaourts que vous pouvez faire chez vous à la maison, sont des aliments fermentés et vont venir apporter de nouveaux micro-organismes, donc venir enrichir votre microbiote avec de nouvelles bactéries, de nouvelles levures, etc. Et ça sera potentiellement bénéfique, ça va booster votre microbiote. Alors ça va pas le faire durablement, hein, très souvent, ces nouveaux micro-organismes qu'on va ingérer ne vont pas s'implanter durablement, mais pendant les jours où on va en consommer, ça va enrichir notre microbiote et être potentiellement bénéfique. Le kéfir, tout simplement, enfin c'est du kéfir de lait, c'est une sorte de lait fermenté, le kéfir de fruits, va venir booster votre microbiote avec plusieurs dizaines de nouveaux micro-organismes, et ça, vous pouvez le faire chez vous. Donc tous les produits lacto-fermentés. Tout à fait. C'est tout important. Ce qui est les légumes lacto-fermentés, vous pouvez faire ça chez vous. Ce sera bénéfique d'une part parce que c'est plein de micro-organismes, et en plus, la lacto-fermentation, elle permet de préserver les valeurs nutritives, notamment les vitamines, etc. des fruits et légumes. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a des tutos, on trouve facilement des tutos pour le faire sur Internet. Faites-le. Bon, là il y avait ta casquette gastro-entérologue, maintenant ta casquette papa. Tu donnes quoi au goûter à ton fils ? Alors mon fils, il goûte souvent à la crèche et malheureusement, j'ai pas un contrôle complet sur ce qu'on lui donne à la crèche. mais sinon, j'essaie de lui donner des trucs sains, donc fruits, légumes, des choses. Après, on peut pas lui interdire de manger des choses sucrées, mais par exemple un carré de chocolat, hein, c'est pas forcément très mauvais. Hein. Un carré de chocolat avec une brioche, quelque chose comme ça. C'est surtout limiter les choses industrielles, varier, introduire tout ce que vous pouvez, et surtout un petit conseil qu'on peut appliquer assez tôt à ses enfants. Dans l'éducation alimentaire, on parle beaucoup de manger avec de manger des couleurs, de plein de couleurs variées, etc. Et un petit quelque chose, c'est pour lui donner envie de manger des fruits et des légumes qui sont pas forcément les betteraves, les carottes, les choux, tout ce qui voilà. C'est très coloré. Et moi, je lui explique qu'il a plein de petites bébêtes dans le ventre et que par exemple, quand il va manger son brocoli, il va nourrir ses petites bébêtes vertes. Quand il va manger sa betterave, c'est pour nourrir ses petites bébêtes rouges, etc. Et je pense qu'ils peuvent très facilement se prendre au jeu et ça va en plus faciliter l'apprentissage et qu'ils adhèrent en fait à ces fruits et légumes qui sont parfois pas forcément faciles d'accès au plus jeune âge. Non, c'est clair. Et c'est vrai que ce que tu dis sur le goûter, quand ils sont en structure de l'éducation nationale, ou enfin en tout cas pas avec nous, c'est plus compliqué d'avoir la main. Et moi, je sais que chez nous, à la crèche, c'est beaucoup de yaourt quand même. Donc, mais il y a le sucre qu'on rajoute, forcément. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de rajouter, c'est pareil, hein, mais on n'est pas obligé de rajouter quelque chose dans les yaourts. Et surtout que les enfants, tant qu'ils n'ont pas connu le sucre, ils n'en demandent pas. Non. Par contre, après, si on les habitue à mettre toujours des crèmes sucrées, de la confiture, du miel, etc. dans les yaourts, après, quand ils en auront pas, ils feront un peu la tête. Ouais. Après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir un jardin avec des fruitiers, effectivement, et lui a beaucoup de chance de manger beaucoup de compotes maison et varier tout ça. On est d'accord, si on peut, c'est chouette. Si on part sur la partie médicaments qui créent des troubles dans le microbiote chez les tout petits, tu parles à un moment, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui ont des RGO, donc des reflux gastriques et œsophagiens, et on leur donne, parfois on les médicamente, et ça a un impact sur leur microbiote. Souvent ils sont très petits quand on leur donne ça d'ailleurs. Oui, alors en fait, tout ce qu'on va ingérer, tout ce que les enfants vont ingérer va impacter le microbiote. Et majoritairement, bien sûr, l'alimentation, mais aussi la médication, tous les médicaments que les enfants vont ingérer. Et donc, parmi les médicaments les plus nocifs, alors de très loin, il y a les antibiotiques, parce que le but des antibiotiques, c'est de détruire les bactéries. Bon, on va parler après, vas-y. Mais voilà. Là, vas-y et donc après, il y a les antiacides. Et ces fameux traitements qu'on va prendre contre le reflux de l'enfant, tout ce qui est ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, l'oméprazole et tous les cousins de cette molécule. Alors malheureusement, il faut savoir que c'est pas anodin pour leur microbiote. Malheureusement, le plus souvent, quand on leur prescrit, c'est en connaissance de cause et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions médicales que de limiter leur reflux, qui peut souvent leur faire passer de sales nuits, y compris pour leurs parents. Mais voilà, en fait, rien n'est anodin. Tout ce qu'on va ingérer va impacter notre microbiote et encore plus dans le plus jeune âge. On a reparlé des 1000 premiers jours, mais tout ce qui va se passer dans les 1000 premiers jours vont potentiellement avoir un impact plus important que par la suite. Et sur le reflux, on n'a pas trouvé encore d'alternative
en changeant l'alimentation du bébé pour pouvoir Alors, il doit y avoir, impacter moi pour le sans... coup, alors moi je suis pas expert, je suis pas Mhm. gastropédiatre, je veux pas trop m'avancer là-dessus. Bien sûr D'accord. qu'il y a des petites pistes au niveau de l'alimentation. Quand c'est du reflux lié, favorisé par le lait, ben épaissir le lait limite un petit peu le reflux, les faire dormir plus à plat mais un petit peu incliné avec la tête un peu surélevée pour limiter voilà, avoir la gravité qui va limiter un peu le reflux. Donc il y a quand même des stratégies non médicamenteuses qui peuvent diminuer un peu le reflux. Mais malheureusement, parfois, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ok, oui, non, alors justement, comme pour les antibiotiques, Exactement. il y a des moments où on n'a pas le choix. J'avais lu qu'avant 2 ans, si on pouvait le plus éviter, c'était mieux. Pourquoi est-ce que cet âge-là? Ben parce qu'en fait, notre microbiote intestinal, globalement, on considère qu'il est mature, qu'il est assez proche du microbiote de l'adulte dans l'enfance. Globalement, entre 3 et 6 ans, hein, les études, voilà, entre 3 et 6 ans, on considère que le microbiote s'est construit presque comme celui d'un adulte. Par contre, avant cet âge-là, il est en plein boom, il se développe de façon très importante et donc on revient toujours à ces 1000 premiers jours, ce qui se passe entre la conception de l'enfant et l'âge de ses 2 ans. Et ben l'impact effectivement sur le microbiote il y aura potentiellement un retentissement sur la santé future, même y compris à l'âge adulte. Donc le microbiote, voilà, il faut considérer qu'avant 2 ans, il est plus fragile. Donc tout ce qui va avoir un impact négatif sur le microbiote de chacun et d'un adulte, ça va être encore plus important sur le petit enfant. Donc effectivement, la prise d'antibiotiques, c'est pas forcément bon chez l'adulte pour son microbiote, mais chez l'enfant, ça peut être très mauvais. Alors heureusement, notre microbiote est résilient, c'est-à-dire qu'en fait, il est capable, après avoir subi une agression et notamment la prise d'antibiotiques, de revenir un petit peu en quelque sorte à son état antérieur. Voilà, il est capable d'absorber des chocs, de réagir à des agressions et de revenir à son état antérieur. Mais ce qu'on sait, c'est que malheureusement, cette capacité, cette résilience, elle n'est pas infinie. Et surtout, avant l'âge de 2 ans, elle est un peu plus fragile, c'est-à-dire que il peut suffire de quelques prises d'antibiotiques pour que le microbiote persiste dans un état malheureusement affaibli, appauvri pour la suite, et donc qui sera plus propice à une moins bonne santé. Et donc, il faut absolument essayer d'éviter tout ce qui va être négatif pour le microbiote à cet âge-là. Alors que, comme tu l'as dit, Clémentine, la plupart du temps, on subit les prises d'antibiotiques, on les réclame pas, on va pas les acheter nous-mêmes et en donner à nos enfants. Mais voilà, en tout cas, il faut avoir conscience que ça peut détruire leur microbiote, que ça peut avoir une influence sur leur santé future. Et donc, il faut éviter, pour des rhumes ou autres, d'aller mettre la pression au pédiatre ou au généraliste pour avoir absolument des antibiotiques, parce que derrière, c'est pas anodin. Alors, moi, mon exemple, mes filles, j'en ai 2 qui ont été hospitalisées pendant un long moment, qui ont eu des antibiotiques clairement avant 2 ans, plusieurs fois. Tu fais comment pour limiter les dégâts? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, bien sûr. Heureusement, c'est pas forcément. On n'a pas de réponse très précise et très certaine. Ce qui est sûr, c'est que déjà, en dehors de la prise d'antibiotiques, quand on n'a pas le choix, il n'y a pas le choix. En dehors de ça, il faut que tout soit fait pour que, on a dit l'alimentation, qu'il n'y ait pas de facteurs qui vont surajouter. C'est-à-dire qu'effectivement, si la prise d'antibiotiques survient chez un enfant qui est né par césarienne, qui n'a pas été allaité et qui mange que de l'alimentation industrielle très pauvre pour son microbiote, probablement que l'effet délétère des antibiotiques va être plus important que chez un enfant qui sera allaité. On sait que l'allaitement concomitant des antibiotiques limite un peu les dégâts. C'est un effet protecteur. Donc, on peut faire le corollaire à une alimentation, quand on est au-delà de l'allaitement, probablement qu'une bonne alimentation riche, diversifiée, riche en fibres, au moment chez un enfant qui est sous antibiotiques, va potentiellement limiter les dégâts. Après, il y a aussi la prise de probiotiques. Et c'est une très bonne indication chez l'enfant. Ça a été démontré que certains probiotiques, notamment, permettaient de diminuer le risque de diarrhée des enfants liés aux antibiotiques et donc potentiellement limiter un petit peu l'impact négatif des antibiotiques. Et ça a été démontré. Donc à l'heure actuelle, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Pour un enfant qui doit prendre des antibiotiques, demandez à votre pharmacien un probiotique à associer pendant la prise de l'antibiotique et également pendant les 8 à 10, voire 15 jours qui suivent. Ok. Ah oui, donc il faut prolonger. Oui. Okay. Et oui, donc, parce qu'après, il y a des probiotiques qu'on va prendre pendant les antibiotiques qui vont potentiellement se faire détruire par l'antibiotique. Donc, c'est toujours mieux de prolonger quelques jours plus tard. Et ça vaut pour des enfants de moins de 2 ans ou on peut continuer avec des enfants? Ça, c'est j'ai envie de dire, pour toute la vie. Il y a des études, okay. en gros, si
pour chacun, si on doit prendre des antibiotiques, c'est toujours bien de prendre en même temps des probiotiques. Voilà, comme on dit, ça mange pas de pain, ça peut que limiter les dégâts. Et il y a aussi un autre effet sur les petites filles, c'est du côté du vagin. C'est vrai que moi, j'ai eu une de mes petites filles qui, à cause de l'antibiotique, avait pas des infections urinaires, non, pardon. Des mycoses. Des mycoses, ouais. Des mycoses. Alors ça, au-delà des petites filles, ça c'est pour toutes les femmes, hein, parce que notamment les femmes qui ont souvent des infections urinaires, je pense qu'elles verront tout de suite de quoi je parle, mais effectivement, un des effets, parle de dommages collatéraux des antibiotiques dans mon livre. Donc ça dérègle les microbiotes. Hein. Malheureusement, on connaît pas ou très peu des antibiotiques qui vont s'attaquer à une bactérie en particulier. Et très souvent, d'ailleurs, quand on traite une infection, on a une idée du type de bactérie que ça va être, mais on n'a pas souvent la connaissance de la bactérie exacte. Donc, on va utiliser des antibiotiques qu'on appelle à large spectre qui vont détruire plein de bactéries. Et donc, en détruisant plein de bactéries, elles vont détruire plein de bactéries de nos microbiotes. Donc, plein de bactéries intestinales, mais également des bactéries vaginales, des bactéries au niveau de la peau. Et donc, en déréglant ces microbiotes-là, elles vont entraîner des mycoses. La mycose est en fait un champignon qui prend le dessus à un endroit parce que à cet endroit-là, il y a plus assez de bactéries pour que voilà, il y a plus l'équilibre a été cassé et donc le champignon prend le dessus et ça donne une mycose. Donc voilà, après en plus de la bactérie à traiter, on doit traiter la mycose. Et effectivement, chez les femmes, c'est beaucoup au niveau du vagin. Ok. Et est-ce que quand on est menstrué, on a un microbiote différent? Alors là, c'est une bonne question. J'en sais rien. Je sais que il y a un facteur hormonal qui joue sur beaucoup de choses chez la femme. Probablement, ça joue également sur le microbiote. On sait que le microbiote varie en fonction de ce qu'on appelle le nictémère, c'est-à-dire va varier au niveau d'un cycle quotidien entre le matin, le soir, la nuit. Et probablement que chez une femme, il y a aussi des variations qui se font en fonction de leur cycle. Et donc probablement qu'à l'apparition des règles, il se passe des petites choses sur le microbiote, mais je n'aurai pas la réponse précise. Une étude à faire et à lancer. Tout à fait. Peut-être qu'elle existe et que je suis passé à côté parce qu'il y en a tellement. Il y a des milliers d'études sur le microbiote. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas des milliers d'études sur les femmes. On est un petit peu sous-représentés dans la science, tu le sais. Ça arrive. Ça arrive, je sais. C'est pour ça que je pose des questions. En tout cas, sur le microbiote vaginal, il y a beaucoup plus d'études faites chez la femme. Et alors, si je reviens sur le microbiote vaginal, chez les toutes petites filles, ça peut être juste réglé par rapport à reprendre des fibres et à mieux manger l'alimentation, à remettre de la bactérie, ou le kéfir, le kombucha, c'est ce genre de choses qu'il faut... Oui, on peut qu'inciter ça. Après, est-ce que ça peut suffire à régler le problème de la mycose? Je sais pas. Souvent, il y a quand même besoin d'un petit traitement antifongique, mais c'est ce genre d'infection qui passe assez facilement. Mais plus pour après, je dis renourrir tout ça. Ah bah après, une fois qu'il y a eu une prise d'antibiotiques qu'on a subi, que notre microbiote a subi une agression, effectivement, on a plutôt intérêt à en prendre soin, à avoir une alimentation, un mode de vie le plus propice à un rééquilibrage, à un réenrichissement de ces microbiotes-là. Et donc, on a parlé des aliments fermentés, des fibres, voilà, de l'activité physique, un bon sommeil, tout ça, c'est des facteurs qui ont un impact positif. Donc, effectivement, on aura intérêt à faire ça. Le sommeil aussi, il a un impact sur le microbiote? Ouais, tout a un impact. Alors après, tout est lié. Donc après, voilà, c'est pareil, c'est de la corrélation. Pas bon pour les parents. Pardon? C'est pas bon pour les parents, ça. C'est ça. Le sommeil. Ok, donc ça peut affaiblir notre microbiote si on a une mauvaise hygiène. Exactement. Une mauvaise hygiène de vie. Ok. Oui, ça paraît logique. Et un excès de stress, c'est pareil. Le stress aussi est mauvais pour le microbiote. Non, mais c'est bien parce que quand on est parent, on n'est jamais stressé. Non. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, juste pour la dernière partie, de tout le lien entre la santé mentale et le microbiote? On en a beaucoup parlé et tu fais une petite précision dans ton livre qui est importante sur la sérotonine et sur la santé mentale. Il y a clairement des liens entre notre microbiote intestinal et ce qui se passe dans notre premier cerveau, en gros, et donc la santé mentale. Globalement, les gens, on sait que les gens anxieux, les gens déprimés, probablement même des gens qui ont des troubles de l'humeur, des addictions, ont des altérations de leur microbiote. Ça, on le sait. Ce qu'on comprend moins, c'est est-ce qu'à un moment, il se passe quelque chose sur le microbiote intestinal qui va entraîner des maladies neuropsychiatriques, qui va entraîner un excès d'anxiété, une dépression, etc. Donc, en termes de mécanismes, on comprend pas encore ça de façon précise, mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Il y a eu énormément de choses montrées chez la souris. Maintenant, il commence à y avoir des études faites chez l'homme. Et après, effectivement, pour en revenir sur la petite précision, c'est qu'en fait, il y a eu un raccourci qui s'est fait assez rapidement quand on s'est dit que
ça y est, l'anxiété, la dépression, c'était lié à nos intestins, à notre microbiote, c'est parce qu'en fait, la sérotonine, qui est considérée comme l'hormone du bonheur, en fait, en quelque sorte, et on en retrouve la majeure partie de la sérotonine dans notre organisme au niveau de nos intestins. Et une partie est sécrétée et régulée par certaines bactéries intestinales. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait le raccourci. Ah ben voilà, parce qu'on sait qu'un défaut de sérotonine peut entraîner une dépression. Beaucoup se sont dit, ah ça y est, moi si je suis dépressif, c'est parce que j'ai pas assez de bonnes bactéries qui sécrètent de la sérotonine, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la sérotonine qui est au niveau des intestins, c'est pas celle qu'on retrouve au niveau du cerveau. Elle va pas jusqu'au cerveau. Elle est capable d'actionner des neurones ou d'autres cellules au niveau des intestins. Mais c'est encore d'autres mécanismes plus complexes que ce qui se passe au niveau du cerveau. En tout cas, clairement, il y a des liens, alors qui ont été très bien montrés chez la souris entre des problèmes d'anxiété, de dépression, même d'autisme, etc., et des problèmes de microbiote intestinal. Maintenant, il reste à mieux comprendre ça et à voir chez l'homme qu'est-ce qui, effectivement, est-ce qu'on arrive à retrouver des causes, est-ce qu'on arrive à moduler comme c'est possible chez la souris, chez une souris anxieuse, si on lui ajoute quelques bonnes bactéries, la souris ne sera plus anxieuse. Donc maintenant, est-ce que ça marche chez l'homme? Il y a quelques études qui sont critiquables, mais il y a des études quand même qui existent, qui montrent qu'effectivement, certains probiotiques pourraient diminuer un petit peu l'anxiété chez l'homme. Voilà, mais là, franchement, on est qu'au début de la compréhension de tous ces mécanismes-là. Récemment, il y a une étude qui montre aussi que l'addiction à l'alcool pourrait être liée au microbiote, et donc potentiellement d'autres addictions qu'on était capable de prendre en charge en modifiant le microbiote via cette fameuse transplantation de microbiote fécal. On était capable de résoudre des problèmes d'addiction. Donc probablement, effectivement, que notre cerveau est lié avec nos intestins de façon vraiment très importante. Ça laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir, mais il reste du boulot en termes de recherche quand même. Et donc le futur de ta spécialité, il est clairement lié, donc comme tu disais, sûrement aux transplantations fécales. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé pour les enfants qui, justement, comme tu dis, sont nés par césarienne, ont pas eu l'allaitement, ont eu beaucoup d'antibiotiques et donc partent avec un déficit dans leur microbiote de pauvreté, de pouvoir leur réinjecter? Est-ce que vous étudiez ce genre de choses? C'est quoi le futur, en gros, de ta spécialité sur ça? Alors, le futur, déjà, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que quand on fait le transplant fécal, c'est considéré comme un médicament, donc on l'utilise dans le soin. Et en fait, comme tout ce qu'on fait en tant que médecin, on prend en compte la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire que le but, quand on fait quelque chose, qu'on donne un traitement ou autre, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de bénéfices en attente que de risques qu'on prend. Et effectivement, l'exemple que tu prends, un enfant qui est né par césarienne sans avoir eu la possibilité d'être allaité et puis potentiellement avoir pris en plus des antibiotiques, on se dit que malheureusement, l'enfant part pas avec toutes les chances de son côté pour qu'il soit en bonne santé. Heureusement, quand même, le plus souvent, un enfant qui est né par césarienne, qui aura pas été allaité, qui aura pris des antibiotiques, sera quand même en bonne santé. Et donc, chez lui, il sera pas malade, il aura juste pas bénéficié de facteurs positifs pour son microbiote. Et donc, chez un enfant qui est pas malade, on va pas prendre un risque de choses qu'on ne maîtrise pas. La transplantation fécale, donc transférer le microbiote de quelqu'un, même s'il est sain, à quelqu'un d'autre, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va pas mesurer plusieurs années ce qui va potentiellement être fait, c'est-à-dire que quand on prend quelqu'un de sain, qui va potentiellement donner ses selles, on s'assure qu'il soit sain à ce moment-là, donc ça va potentiellement être un jeune de 25 ans, très sportif, avec une bonne hygiène de vie, qui aura jamais pris de médicaments, etc. Mais on ne sait pas si cette personne-là, aussi sain soit-elle à un moment donné, va pas développer 10, 20, 30 ans plus tard une maladie potentiellement grave, un cancer, qui lui aura été prédisposé par son microbiote, qu'on aura, nous, transféré à d'autres personnes. Et donc, ça pose un peu ces soucis-là pour l'instant. Donc, on y va, voilà, on avance avec prudence, on fait des études, et c'est pour ça que pour l'instant, on ne le fait pas en pratique courante pour autre chose que l'infection à la bactérie dont on a parlé tout à l'heure. Qui est efficace. Mais il y a des études, voilà, et là, c'est efficace à plus de 90%, et là, on guérit les gens, voilà, de quasiment à chaque fois. Ok. Non, mais c'est intéressant de voir l'avenir dans votre spécialité et tout ce qui va pouvoir être fait. Mais il y a des études de la transplantation fécale sur l'autisme, dans les allergies chez l'enfant, etc. C'est en train d'être étudié, Mais voilà, pour l'instant, voilà, ne faites pas ça chez vous. Faut laisser faire les équipes expertes dans ce domaine-là et on aura probablement plus de réponses dans les prochaines années. Et donc, tu as écrit ce beau livre, hyper coloré. Là, je le montre à la caméra, mais c'était quoi ton objectif en écrivant Incroyable microbiote ? Eh ben, écoute, mon objectif, c'est un peu ce que tu fais toi avec ton podcast, je pense, c'est sensibiliser les gens. C'est que moi, j'ai la chance par mon métier, par mon intérêt pour le microbiote, d'avoir accès à ces connaissances-là et des connaissances que tout le monde devrait avoir pour, en gros, être le plus
acteur de sa santé. Hein, c'est ce que on essaie de faire nous maintenant. Enfin, la médecine actuelle, on essaie de placer le centre au cœur de le patient au centre de sa santé, qu'il soit le plus responsable possible. Et pour ça, il doit connaître, il doit avoir des informations. Pour moi, ça me tenait à cœur de partager ces connaissances-là, puisqu'en fait, si on considère que notre santé est directement ou indirectement liée à l'état de notre microbiote, on doit tous potentiellement faire les efforts si on veut ou pas les faire, mais en tout cas avoir les connaissances que tel mode de vie va plutôt être bénéfique, tel mode de vie plutôt être délétère, savoir plutôt ce qu'on mange, etc. Moi, l'idée, c'est que si je peux avoir, parce que moi, je vois les patients tous les jours, des patients qui malheureusement payent le prix d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation, d'un excès de prise d'antibiotiques dans l'enfance parfois. Et malheureusement, ils ont des troubles digestifs invalidants et derrière, on rame pour essayer d'améliorer les choses. Donc moi, l'idée, c'est de faire en sorte de prévenir ça pour avoir un peu moins de patients. J'aurai toujours assez de patients, je me fais pas ce souci-là, mais avoir prévenir de choses qui auraient pu être évitables à un moment donné si les gens avaient eu connaissance de tout ça. Et puis c'est un peu dans l'air du temps. On parle beaucoup d'écologie à l'heure actuelle. On est en train de faire beaucoup d'efforts pour essayer de sauver notre planète et c'est très bien. Et en fait, c'est un petit peu les mêmes efforts qu'on doit faire pour également préserver la biodiversité le monde microbien qui nous entoure, qui vit en nous et qui fait qu'on est en bonne santé. Donc c'est vrai, on parle beaucoup du concept de One Health, qui fait qu'en fait la santé de l'environnement, la santé des animaux et notre santé humaine sont vraiment liées et qu'il peut pas y avoir une santé sans celle des autres. Donc tout est lié. Et donc l'idée c'était moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de relayer ces messages-là. On est interconnectés. Par contre, tu as du boulot dans ton milieu hospitalier avec les microbes et l'aseptisation. C'est vrai, mais ça commence. J'essaye je fais pas mal de conférences, je discute avec les collègues et petit à petit ça prend. Puis faut pas désespérer. Il faut même si le chemin est long et semé d'embûches, il faut essayer d'avancer. Merci beaucoup, Julien. Sincèrement, merci à toi, Clémentine. Hyper intéressant. J'espère que ça aura donné plein de clés aux parents, futurs parents, sur l'importance surtout du microbiote. Et je te rejoins sur le fait que c'est un enjeu sanitaire en fait et écologique. Au final, ça me fait penser un peu à la permaculture, quoi. Notre microbiote, il faut de la diversité, il faut des produits sains pour que tout le reste tourne bien, quoi. Exactement. À très vite. Merci Julien. Merci Clémentine. C'était Dr Julien Scanzi, gastro-entérologue et auteur du livre Incroyable microbiote aux éditions Le Duc. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment. Alors un très 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 grand merci à vous, auditrices et auditeurs. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Si vous cherchez un épisode, rendez-vous sur www.lamatrescence.fr. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.